Merci Adnan Amin, merci Michael Liebrecht pour ces présentations, ces chiffres très précis, très enthousiasmants. Michael, you can continue to learn our language in France. I think it's also a good way to learn a language. Learning by doing, sure. Eric Orsena est déjà en place. Je vais donc inviter pour cette seconde table ronde « Quelles solutions énergie renouvelable pour réussir Paris 2015 ?» Yvan Collen-Davello est vice-premier ministre, ministre de l'énergie et des utilités publiques de l'île Maurice. Rainer Backe est secrétaire d'État au ministère fédéral de l'économie et de l'énergie d'Allemagne. Je vais leur demander de bien vouloir rejoindre Eric Orsena. David Turk est conseiller adjoint au climat et à la technologie au DOE, Département of Energy des États-Unis. Abdelkader El Mekki est directeur général de l'énergie d'Algérie. Dominique Ristori, directeur général de l'énergie de la Commission européenne. Et puis deux représentants des filières énergie renouvelable, des développeurs de projets, des gens qui travaillent sur le sujet des énergies renouvelables au quotidien. Antoine Cahuzac, directeur général EDF Énergie Nouvelle, et Arnaud Chaperon, directeur prospective, relations institutionnelles de Total Énergie Nouvelle. Je rappelle une dernière fois aux journalistes présents, 12h45, salle numéro 9, conférence de presse. C'est-à-dire que nous avons moins d'une heure. Vous voyez à quel point il y a une petite table ronde. Alors, je vais passer d'abord la parole à Dominique Ristori en le remerciant bien vivement d'être venu, mais il va être obligé de nous quitter assez vite. Il est donc directeur général de l'énergie à la Commission européenne et je voudrais qu'il nous dise son point de vue après les deux exposés que nous venons d'entendre, très complets, très enthousiasmants, je dirais, d'abord pour les industriels, qu'ils soient petits, moyens ou grands. Il y a là, et comme il y a deux représentants de l'industrie ici, je pense que là, il y a du business devant vous, donc devant nous. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc c'est une bonne nouvelle aussi pour l'emploi. Donc quelle est votre position à vous avec ce titre magnifique qui est directeur de l'énergie? Est-ce qu'on peut avoir un meilleur titre que directeur de l'énergie? Ce qui compte, c'est d'abord les résultats. Et je pense que le regard qui a été porté à travers les témoignages du responsable de l'Organisation internationale des renouvelables, basée à Abu Dhabi, puis le regard financier qui a été posé en termes d'évolution des volumes d'investissement, montre l'étendue du chemin parcouru en très peu de temps, puisque nous sommes en train de parler d'un cycle court. Vous le savez, très souvent, dans le domaine énergétique, on insiste sur le long terme. Ici, nous sommes devant un phénomène qui se développe à vitesse impressionnante dans le monde, dans un temps très étroit. Et je voudrais rappeler que l'Europe a été l'architecte de ce mouvement, a été l'espace économique qui, le premier, a poussé dans cette direction. Et cela, il y a très peu de temps. Nous avons préparé ici même, avec les responsables européens, mais aussi français, André Antolini, Jean-Louis Ball, les objectifs 2020. Et cette préparation est intervenue en 2006-2008. On en parlait hier soir. La première décision européenne sur le premier objectif chiffré est intervenue en 2008. Donc il y a très peu de temps, très peu de temps. Et ça me conduit à insister sur un premier point, l'importance d'un cadre stable, qui a aussi été évoqué par les intervenants tout à l'heure, et un support politique. Les objectifs chiffrés européens, à commencer par 20% de renouvelables dans la consommation finale d'énergie en 2020, a été un support, un coup d'accélérateur extrêmement important. Il a été conforté
par un cadre réglementaire, il a été conforté par un effort centré sur le développement des nouvelles technologies. On parle de technologies qui n'étaient absolument pas à maturité, photovoltaïque, éolien, etc. Et qui a conduit à un boom dans les années, en particulier 2010-2012, où l'Europe représentait la majorité, très loin, au-dessus de 50%, des capacités installées, par exemple dans le photovoltaïque. Ça explique en partie le fait qu'il y a eu des effets à certains moments correcteurs. On ne pouvait pas maintenir en Europe des pourcentages aussi élevés par rapport à l'ensemble du monde pendant une longue durée. Et il fallait aussi assurer des remises à niveau du cadre réglementaire. Vous savez que ceci et ce boom a été porté à juste titre à cause de l'intérêt public européen que représentait le développement des énergies renouvelables, a été porté par des systèmes puissants de support aux renouvelables, mais des systèmes organisés sur une base nationale, pas sur une base européenne, et qui, à partir du moment où beaucoup d'énergies renouvelables devenaient compétitives, c'est le cas aujourd'hui du photovoltaïque, c'est le cas aujourd'hui de l'éolien terrestre, pas de l'éolien offshore, il était devenu impératif de redresser, de remettre à niveau ces systèmes de support. C'est ce que nous avons fait en Europe l'année dernière, avec de nouvelles lignes d'orientation très claires en ce qui concerne une orientation désormais orientée marché pour les énergies renouvelables, avec des systèmes de soutien qui peuvent durer là où on n'a pas atteint la maturité technologique, et progressivement un rapprochement, une convergence entre les systèmes nationaux de support, c'est-à-dire plus de chances d'européaniser progressivement l'approche, plus de chances aussi d'élargir le cadre de marché et d'attirer des investisseurs publics. Et cela s'est doté aussi d'un nouvel objectif d'au moins 27% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030, porté par une approche qui combine à la fois l'énergie et le climat et qui montre que, du point de vue européen, les énergies renouvelables sont un des instruments les plus puissants avec l'efficacité énergétique pour combattre le changement climatique de manière efficace. Je vous remercie beaucoup. Il y a un point qui est sans arrêt ressassé, c'est le caractère incroyablement nocif des allers-retours des États dans la règle du jeu. Alors, et notamment avec ce péché contre l'esprit, c'est-à-dire contre la confiance, qui est la mesure rétroactive, et notamment en matière financière, fiscale, etc. Est-ce que ça ne pourrait pas être interdit par la Commission ? Je suis très frappé de voir que dans un monde qui est de plus en plus instable, le producteur d'instabilité, alors que ça devrait être un refuge, ce sont les États. Les États produisent de l'instabilité alors qu'ils devraient offrir des refuges de stabilité dans un monde incertain. Alors, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une règle précise ? Vous faites bien d'autres réglementations, pas toujours aussi efficaces. Votre question est très bonne. Je vous remercie. Elle me conduit à apporter deux correctifs. Le premier, les États sont aussi des pourvoyeurs de stabilité et pas simplement d'instabilité. Non. D'accord. L'expérience de la crise de 2008. D'accord. Non, mais bien sûr. Et le dérèglement complet des milieux financiers. D'accord. A conduit les États et les institutions européennes d'ailleurs à faire le nécessaire pour retrouver des niveaux impératifs de stabilité, alors que, je le rappelle, nous étions au fond du gouffre, ou au bord du gouffre, et encore plus au bord du gouffre que certains ne veulent le dire aujourd'hui en se référant à la situation de la Grèce. Et donc, le rétablissement et le retour à l'équilibre a été conduit avec les États et grâce d'ailleurs à l'effort collectif de chacun d'entre nous. Non, mais on est d'accord là-dessus, monsieur le directeur général. On est
deuxième mais remarque, d'accord. je sais, Mais sur je ce sais point que vous êtes précis, d'accord. Ouais, non, mais comprenez. simplement Non, pour mais vous êtes éviter- non Voilà. seulement directeur général de l'énergie, mais très diplomate, mais quand même, il y a un poisson. Moi, je me mets du point de vue d'un investisseur, Oui. étant donné l'urgence. Oui. Donc, s'il y a des règles du jeu qui changent tous les 3 ans, Oui, oui. c'est impossible. Et on arrête tout. On l'a vu dans les études de Bloomberg. Oui, oui, Vous voyez. mais ma deuxième remarque est la suivante. Il ne faut pas généraliser non plus. Les effets rétroactifs ne sont pas la règle. Les effets rétroactifs ne sont le cas que dans un ou deux pays, qui d'ailleurs ont été confrontés à des situations extrêmement difficiles, à cause probablement d'erreurs commises par ceux qui les avaient précédés au niveau des gouvernements. Et donc il faut gérer ça dans un contexte qui n'est pas simple et où nous, de notre côté, à Bruxelles, nous avons le devoir de le faire dans des conditions qui protègent aussi l'intérêt général. Mais je dirais que même dans les pays les plus difficiles, on aperçoit désormais le retour à une situation plus maîtrisée qui va ouvrir la voie avec la définition du nouveau cadre réglementaire, avec les nouvelles approches que nous mettons en place au niveau du marché intérieur, à de nouvelles chances pour les énergies renouvelables de rebondir extrêmement vite et de retrouver des niveaux de progression en rapport avec les besoins d'aujourd'hui. Merci beaucoup, ce qui me permet d'aller directement en Allemagne, où je vais demander à Rainer Backe, puisque vous avez été le premier bon élève. Donc c'est très intéressant de savoir où vous en êtes maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas un relatif recul des investissements? Quelles sont les questions qui sont posées? Quelles sont les règles du jeu dans la transition, avec une montée pendant un certain temps du charbon quand on abandonne le nucléaire? Qu'est-ce qui se passe dans le domaine de l'électricité, par exemple, quand vous avez une surcapacité avec les variations saisonnières, etc., etc. Ce qui est très intéressant avec l'Allemagne, c'est que vous avez ouvert la voie. Donc, évidemment, on vous regarde, parce que les difficultés que nous aurons dans 2 ans, c'est les difficultés que vous avez maintenant. Donc, nous attendons énormément de ce que vous allez nous dire. Merci, monsieur. Yeah, thank you very much. 15 years ago, we were negotiating the first Kyoto Protocol. And at that time, a word played a key role that was called burden sharing. And indeed, 15 years ago, it was a high financial burden to substitute fossil fuels through renewables. But then an incredible technological development happened. And today, 15 years later, in a country like Germany that is certainly not part of the sunbelt of this planet, and there are certainly other countries that have a lot more wind than Germany, 15 years later, we have learned in Germany to produce electricity from new windmills and from new large-scale solar at the same cost as if you would build new coal generators or gas generators. So this is really a turning point now. And it also means that the times of technological development, where our focus was on supporting this technological development, are more or less over now. Renewable sources have risen to a level of over 27% in the power sector. That means they are the single biggest source of power in Germany. And we have learned that the two technologies that work in Germany are wind and solar. But these two technologies have features that are very different from conventional generators. First of all, they do not produce electricity according to demand, but to weather conditions. Second, they fluctuate very strongly. And third, once you have invested, you get the electricity the next 2 or 3 decades more or less for free. The economists would say marginal cost of zero. And these three features, weather dependable production, strong fluctuation, and marginal cost close to zero, are going to be good reasons for us to reinvent our power system. So the first thing we need is a stable framework. In Germany, we have targets all the way up to 2050.
It's a complete shift from nuclear and fossil production of electricity over to renewables. We have targets for intermediate targets for all the decades in between. And Dominique just mentioned it, we decided in 2008 on European targets for 2020, and last October we agreed that 28 member states agreed on targets for greenhouse gas reduction, renewables, and energy efficiency for 2030. That, I think, is of utmost importance. It shows that even though we are moving at different speeds in Europe, we are all moving in the same direction. That is the important point. So, stable framework, long-term targets are key. The second point that is really key is interconnection. We do not look at this energy transition in Germany as an act of renationalization of energy policy. Quite the opposite. We want to move forward with our Energiewende in very close cooperations with our neighbors and the institutions of the European community. So interconnection is a prerequisite for the single market to work. Third, we have to understand that in the future, not so much the cost of production of electricity from renewable sources is so important, system costs are important. As I said, the production costs are at the same level now of fossil fuel production of electricity, but system cost is that what really counts. And for that, we need a lot of instruments, and one key role will be the market design, the future market design. We are in close consultation over this question now in Germany, and at the same time, we are discussing the same issues with all our neighbors, the neighbors that we have a physical border with, but also our electrical neighbors like Sweden, because we have a sea cable to Sweden, and Norway because we are going to build a cable to Norway, because everything that we want to do is going to be much easier with close cooperation. We are certainly going to keep system costs under control, for example, by combining wind and solar in Germany with hydro in the Alp countries and in the Scandinavian countries. So through realization of the European single market for electricity, we are going to be able to achieve the goals for a climate-friendly, sustainable power system at much cheaper cost as if we would do this alone. Merci mille fois. Vous imaginez à quel point c'est frustrant, parce qu'on aurait 10 questions à vous poser et passer une journée entière sur votre expérience. Juste une petite remarque. En vous écoutant, vous mesurez, comme à chaque fois, à quel point, quand vous changez l'organisation de l'énergie, vous changez l'organisation de la société. Et qu'avec des sources différentes, renouvelables mais différentes, vous n'avez plus du tout les mêmes modèles hyper centralisés qu'on a connus, et notamment en France, où vous aviez le même mix énergétique entre Dunkerque et Nice, avec un seul système obligé. Et cette question-là, pour un pays jacobin comme la France, c'est une leçon énorme de recevoir de vous, Allemands. Well, our energy system has changed substantially. It is much more decentralized now. We have millions of electricity producers now. And as we move ahead to meet our targets for 2020, 30, and so on, it's going to be many more millions too. And I often get asked the question, why does this transition have such strong public support in Germany? And one key answer is ownership. People do not only believe by producing electricity from renewable sources, they are part of the solution to the climate problem. At the same time, they earn money by producing electricity. And I think that is absolutely key to understand why we do not have a single political force in our Bundestag that is against the energy transition, because people love renewable energies. And what we have to make sure now is that this is organized in a sustainable way.
When I looked at these investment numbers, I saw that there was a decline in investment in Germany. Well, luckily, because during the last election period, we had 1 year where all of a sudden, because of this sharp decline of prices for solar, 7.5 gigawatts of solar entered the German market. That was 50% of the global market for solar. Our politicians tried to find the brake, they slipped off to the gas pedal. Next year, 7.5 again. Same thing again, looked for the brake and slipped to the gas pedal. Third year, 7.5. This was a huge financial burden for German customers, because to have all of a sudden over 20 gigawatts of solar at a time when solar was still very expensive, of course, raised quite a bill that we still are going to have to pay for the next 18 years, because we have made commitments for 20 years. So we had to stop that. And of course, then you see a decline in investment, luckily, because otherwise we would have lost the acceptance for this development. So what we have done now is we have defined a very clear growth path. For example, 2025, we want to have reached a level of 40 to 45%. There's a maximum and there's a minimum for this growth path. This is very important for our renewable energy industry, because they need a stable, continuous growth environment. This is important for developing the grids, because we are changing the sites of production in Germany, and without grids, it's useless to produce electricity if you cannot deliver the electricity to the consumer. And it is also important for those companies that have invested in residual generation, because they're going to be step by step pushed a little bit more out of the market. And I think they also have the right of a predictable development. So we are organizing this now in a better manner than in the past. It's a continuous growth path, and we pay much attention to the system costs, because at the end, the system costs are going to translate into electricity prices. And this transition must not only become an ecological success story. It is very important that it becomes an economic success story if we can show that we can transform away from fossil and nuclear generation over to renewables, and at the same time, for example, keep our energy-intensive industry in the country. I think then other countries are going to follow us. If we are going to be only ecologically successful, reduce greenhouse gases, rely on renewable sources, but at the same time, because of skyrocketing electricity prices, push our industry out of the country, nobody is going to follow us. Bon, merci beaucoup. Je ne sais pas si je vais vous passer la parole de nouveau, parce que à chaque fois que vous parlez, j'ai envie que vous continuiez à parler. Donc, c'est un peu dommage, étant donné le temps très limité que nous avons encore en réserve. Alors, nous allons continuer notre voyage. Maintenant, on va aller aux États-Unis avec David Turk, qui est conseiller au climat et à la technologie au Department of Energy aux États-Unis. J'ai deux questions à lui poser. La première question, c'est, étant donné l'accord, enfin un texte du moins, signé par les deux pays qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre, comment est-ce que vous voyez le développement de la réussite de la COP21? Comment est-ce que vous voyez du point de vue de votre département? Et la deuxième chose, c'est, au fond, il y a une structure institutionnelle qui est très très différente chez vous, mais comment vous voyez le développement justement des énergies renouvelables aux États-Unis? Grâce à la formidable étude de Bloomberg, c'est vraiment un tour du monde qui est infiniment précieux. On voit qu'il y a une vraie présence. Et comment vous voyez ce développement? Vous voyez ces deux toutes petites questions. Et pour ça, je vous donne 5 minutes. Well, thank you very much for the minute, easy questions, small questions. I'll try to be succinct and really appreciate being on this panel with my other colleagues. First, let me start with the U.S.-China deal that was announced last year. We feel it is a big deal. It is very important for both the United States and China to have announced our respective targets, our respective plans in the medium to longer term.
It's also something that didn't happen overnight. This was built upon years and years of hard diplomatic work by Secretary Kerry, by Todd Stern, his special envoy for climate change. And it was also built on a lot of extensive pragmatic, practical work with China over the last several years of this Obama administration. We have a joint research, clean energy research program with China, the CERC program. We've had cooperation on efficiency, we've had cooperation on renewables, and that pragmatic cooperation between our countries, I think, very tangibly paved the way for this kind of deal to be reached. And that's a good lesson learned, I think, on diplomatic efforts going forward as well. So let me just give two quick numbers on the U.S.-China deal, just to put it in context, and some of this was referred to already. On the U.S. side, we announced our post-2020 commitment. We announced our 26 to 28% reduction of net greenhouse gas emissions by 2005 to 2025. Just to give you one number there to put that in perspective, that actually doubles the rate of decrease of our greenhouse gases compared to where we are right now, which is a quite aggressive reduction of greenhouse gas emissions. So a doubling of our rate. On the China side, they of course put for the first time ever a carbon, a peaking number by 2030. They also announced they were increasing their renewable, their non-fossil fuel across the entire energy sector by a 20% target by 2030. Just again, a single number on that piece, and I think Michael Liebrich referred to this earlier. We've got about 1,000 gigawatts of generation in the U.S. What the China number means is they need to bring on an equivalent number, basically all the electricity generation in the U.S. By renewables and nuclear in that time period by 2030. So it's an enormous market potential. It's an enormous, hopefully, market signal as well, and a pretty big deal. So you asked the question, how does this influence the COP and the dynamics in the COP? We certainly hope it impacts it in a very positive way. When you put together what the U.S. is doing, what China is doing, what the European Union is doing, and hearing what Germany and France and others are doing as well, you talk about India and the gigawatts target on the solar side. That's quite impressive, and hopefully we all can help. I know from the United States perspective, our president was in India recently meeting with Prime Minister Modi, and they had a very constructive conversation. And the United States, through the Department of Energy, is trying to help India to reach its ambitious targets. But it's encouraging and exciting to see country after country putting their hopefully very ambitious targets on the table. And what we certainly hope in the lead up to the COP is more and more countries do that kind of thing, and you get a momentum building that allows the deal to be reached in the climate conference later this year. And again, I should echo the thanks for Paris and France, the French government hosting the COP. That is a big burden, and I know our team is working hand in hand, as others are as well, to make that as successful as possible. Our Energy Secretary, Secretary Moniz in the United States, always talks about our role from the Department of Energy perspective as creating the space for a deal to be reached, to show the pragmatic, practical solutions domestically as well as our work internationally that shows that this kind of progress is able to happen on the ground, creating the political space for our leaders to come together in the Paris COP and make the deal. And so we view that as a key part of the Department of Energy role leading up to the COP. And then as important, and maybe even more important in the long term, is what's the implementation after the Paris COP? What can we all do domestically to make sure we implement our respective targets? And then in my own job focused internationally, what can we do together, working together to help each other implement our aggressive, ambitious targets and build even more ambitious action over time? We do a number of things bilaterally. We do a number of things multilaterally. We have a group that we're a part of. Several other countries are a part of. Germany's a part of it. France is a part of it. The Clean Energy Ministerial, in which we try to bring the major countries of the world together, developing how can we work together pragmatically so that we can advance the cause on the implementation, the ambition building over time. And then your other question was, what are we doing in the U.S. on the renewables side? What are our policies, our trend lines? I think it's a really good news story. It's a very exciting time, quite frankly, to be part of the U.S. government. Our solar electricity generation has gone up tenfold in this administration, the Obama administration. It's gone up threefold
on the wind side, and we've got another goal to double from the current levels by 2020 on the solar and wind, the renewables side. And so doubtless there's a lot of challenges. There's a lot of challenges all our countries face, but we're certainly trying to do our part from the U.S. Perspective and promoting the kinds of market dynamics, the kind of exciting price drops that we've seen that Adnan Amin referred to earlier, and to really unlock that private sector investment. Merci beaucoup. Je vous remercie. Allô? Bon. C'est marrant parce qu'il y en a tantôt qui marchent. Et ne marche pas non plus. Allô? Oui, j'aurais aussi plein de questions à vous poser, bien sûr, et notamment des questions en tant qu'économiste, et là, avec Bloomberg. L'expérience de l'économie des États-Unis depuis 3 ans est quand même très frappante de voir à quel point la relance très vive de cette économie a été relancée par la baisse du coût de l'énergie pour cette économie. Et alors, ce qui est très... Donc, il ne faut pas oublier que la question de la compétitivité est vraiment clé, et que le coût de l'énergie, ce n'est pas quelque chose qui n'a pas une influence très importante sur le développement de l'économie elle-même. Et ça pourrait être comparé d'ailleurs avec la dépréciation d'une monnaie. On s'aperçoit que la diminution de coût de l'énergie donne plus de dynamique à une économie. Je parle sous le contrôle des économistes infiniment savants de Bloomberg, plutôt qu'une dépréciation monétaire. Donc, mais malheureusement, on n'a pas trop le temps de continuer ces questions. On va continuer notre tour du monde. On change complètement de région, complètement aussi de taille, puisqu'on va aller dans le paradis terrestre qu'on appelle l'île Maurice, et puisque nous avons la chance d'avoir le vice-premier ministre parmi nous. Alors, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Mais vous avez l'air. Un petit peu plus inquiet après avoir entendu tout ce que nous avons entendu aujourd'hui. Ah bon, il n'y a que des bonnes nouvelles. Et inquiet parce que ce sont les défis que nous, en tant que petit pays, petit État, nous avons à relever. Je note que je suis probablement le seul représentant d'un petit État ici, et je vous en remercie. Mais écoutez, c'était impossible que vous ne soyez pas là. Vous voyez? Mais vous avez bien entendu tout ce qu'on a dit dans la première table ronde. C'est qu'il y en a 195 et aucun ne doit être abandonné. Absolument. 195. Nous, premièrement, une petite erreur, une petite correction dans l'appellation. Je suis le vice-premier ministre de la République de Maurice, qui est une république qui comprend un certain nombre de petites îles, dont la plus connue est l'île Maurice et l'île Rodrigue. Pourquoi cela a son importance? Parce que les changements climatiques affectent de plus en plus des petites îles comme Maurice, beaucoup plus que les grands continents. Nous avons l'impact des cyclones qui, cette année-ci, ont commencé à bouger dans des directions inverses, d'ouest en est, au lieu de se diriger de l'est vers l'ouest. Nous avons la prolongation des saisons sèches, et maintenant nous avons même des saisons de pluie avec des inondations parfois meurtrières que nous ne connaissions pas auparavant. J'ajoute à cela l'érosion de nos côtes, la montée du niveau de la mer, et vous comprendrez que pour nous, c'est une question de survie. L'île Maurice est assez grande pour le soutenir, mais les petites îles comme les îles Rodrigue, les îles Agalega, Saint-Brandon, ça devient dramatique et ça devient catastrophique. En plus, parce que ce n'est pas de notre fait. Nous produisons 0,0001% des émissions carbone de la planète, mais nous sommes entourés de l'Australie, de la Chine, de l'Inde, de l'Indonésie, de la Malaisie et même de la République sud-africaine. C'est vous dire que nous, les innocents, nous subissons les assauts de ces grands pays. Quel est le résultat? Le résultat, c'est que Maurice, la République de Maurice, doit absolument soutenir
COP21 de sa petite voix. Diplomatiquement, elle sera présente très fortement. D'ailleurs, ici, notre représentation diplomatique est présente et elle va soutenir COP21 de toute sa force parce que pour nous, c'est une question de survie. Ça, c'est le premier problème. Alors, je connais bien ces questions. Quand j'ai parlé du Bangladesh, je pensais aussi à Rodrigue, parce que figurez-vous que j'ai beaucoup navigué chez vous et que j'ai été à Rodrigue, et j'ai vu ce que ça veut dire. Voilà, exactement. Je connais très À Rodrigue, concrètement vous voyez, ce que ça veut dire. Oui, vous voyez je vois, si ça continue à monter, ce qui restera de Rodrigue. Vous aurez un petit pic Oui. qui restera. D'ailleurs, même maintenant, je suis allé à Rodrigue après 10 ans, l'an dernier. J'ai été stupéfait de voir que ce que je connaissais de Rodrigue, géographiquement, avait complètement changé. Et avec l'effet de ce changement climatique. Le deuxième défi est un défi économique. Nous importons notre fuel, notre charbon, qui contribue à 80% de la production d'électricité. Nous avons un nouveau gouvernement dont je fais partie. L'ancien gouvernement avait mis en place un projet de faire 35% d'énergie renouvelable en 2025. Nous en sommes à 20% en ce moment. Je compte bien proposer que ce chiffre passe à 50%. Accélérer le processus. Nous aurons l'aide de l'IRENA pour mettre des structures en place, pour mettre le financement en place, et nous atteindrons nos objectifs. Mon mandat est de 5 ans. J'espère pouvoir le renouveler encore. Et au bout de 10 ans, nous pourrons avoir atteint l'objectif que je vous dis. De toute façon, rendez-vous dans 10 ans, puisque, comme vous l'a dit Jean-Louis Bal, je suis là pour l'éternité. Donc, ce qui me frappe énormément, et là je suis très, très sérieux, c'est que, étant marin, je vois concrètement ce que ça veut dire, le réchauffement. Parce que réchauffement, il y a des tas de mécanismes que Jean Jouzel expliquera bien mieux que moi, mais le réchauffement, ça veut dire que la mer s'étend, la masse de la mer s'étend, et que ça monte, et que énormément de territoires sont menacés. Donc énormément de peuples sont menacés avec toutes sortes de tensions qu'on peut imaginer. Donc l'exemple de Maurice est évidemment bien supérieur à la petite taille que vous pouvez représenter géographiquement. Ce n'est pas seulement un symbole, c'est un symptôme, et c'est aussi une alerte, parce que ça touche bien plus de territoires qu'on ne peut le penser. Et encore une fois, ce qu'on a dit dans la première table ronde est clé. On a l'impression sur d'autres catastrophes qu'elles nous ne menacent pas. Le climat, si. Il y a des solidarités de fait. Et ça, c'est clé. Et c'est ce que vous montrez vous-même. Je vais continuer le tour du monde en se rapprochant de la France et en parlant de l'Algérie. Alors l'Algérie, c'est très intéressant parce que l'Algérie est, comme on le sait, un des pays les plus riches en potentiel fossile, en gaz et en pétrole, bien sûr, qu'ils exploitent très bien, parfait. Mais en même temps, il y a une détermination nouvelle et accrue dans le domaine des énergies renouvelables. Et évidemment dans le solaire. Je vais vous dire, ça m'a beaucoup frappé parce que je reviens du Sénégal. Sénégal qui est la patrie du vent avec les alizés, qui est la patrie du soleil aussi. Et malheureusement, comme ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas développer ces énergies renouvelables. Et alors, ce qui est important avec vous, c'est votre grande ambition du solaire. Et ça me passionne. Comment quelqu'un qui a une sorte de rente avec le gaz et le pétrole dit « pas du tout, nous, il est plus intéressant de développer ces nouvelles énergies ». C'est pour ça que je vous passe la parole, monsieur. Merci. De toute façon, l'Algérie, en tant que producteur d'hydrocarbures, effectivement, disons, les revenus du pays sont à plus de 98% hydrocarbures, mais sachant pertinemment que les énergies fossiles étant datées, qu'on le veuille ou non, et on a l'obligation un petit peu de préserver ces ressources pour les générations futures d'une part. D'autre part, nous disons, nous avons l'obligation pratiquement de vendre, et aussi le pays consommateur doit, disons, nous offrir cette garantie d'achat. Donc c'est ça. Et compte tenu un petit peu de la nouvelle approche en matière de transition énergétique, automatiquement,
c'est clair que, disons, cette garantie d'achat ne peut être assurée à terme. Donc, automatiquement, disons, l'approche, disons, l'adhésion au développement durable s'impose à l'Algérie au même titre que les pays consommateurs actuellement. Donc, cette perception confirmée à notre niveau, c'est concrétisé par l'adoption en 2011 d'un programme de développement des énergies renouvelables qui visait comme objectif de satisfaire à terme, c'est-à-dire l'échéance 2030, c'est plus de 30% de la demande en énergie électrique. C'est clair qu'après 4 ans de mise en œuvre de ce programme, donc, il y a certains éléments nouveaux qui apparaissent et que nous avons pris en ligne de compte, et ce programme-là devait normalement aboutir à une mise à jour dans le sens d'une production massive des énergies renouvelables, notamment dans le sud. Pourquoi? Parce que finalement, quand on regarde du point de vue rentabilité, le coût du kilowattheure, nous, dans le sud, il revient aussi cher que le coût, par exemple, du gasoil. Des fois, c'est plus cher que le coût de la production, disons, au nord. Et aussi, il y a ça. Il y a aussi, donc, quand on regarde sur le plan technique le développement des énergies renouvelables, il y a aussi la mise à niveau en amont de tout ce qui est système électrique, notamment, je parle des réseaux de transport et de distribution qui doivent être plus intelligents pour prendre en charge le caractère aléatoire des énergies renouvelables. Je crois que ça, c'est très important. Donc, notre programme, disons, pourquoi l'objectif 30% qui paraît un petit peu ambitieux, mais quand on regarde la configuration du parc de production nationale en matière d'électricité, donc les énergies renouvelables sont beaucoup plus domiciliées dans le sud algérien. Donc, c'est des productions dédiées et qui viennent la plupart du temps en économie de combustible, parce que nous acheminons les carburants pratiquement du nord vers le sud, notamment pour ce qui est, production décentralisée. Donc il y a ça, il y a un nouveau élément qui apparaît aussi, c'est un petit peu, la tendance à la baisse des coûts des différentes filières, notamment l'éolien et pour nous c'est beaucoup plus le photovoltaïque. Sur la filière photovoltaïque, actuellement, nous sommes en train de mener un programme de l'ordre de 400 mégawatts qui vont être mis en service au cours de cette année 2015. Donc, et ces 400 mégawatts viennent pratiquement en hybridation des moyens de production dans le sud. Donc, pratiquement, c'est qui viennent en compensation pour augmenter un petit peu. Quand il y a le soleil, le problème, on consomme soleil, et quand il n'y a pas, c'est les énergies fossiles qui interviennent pour avoir ce qu'on appelle une garantie de fourniture sur les 24 heures. Et à ça, dans le sud algérien, oui. C'est quand même très rare qu'il n'y ait pas de soleil. Non, mais je vous dis, ils viennent je sais. en économie de combustible, bien parce sûr, que c'est des productions décentralisées et pour lesquelles on achemine, par exemple, le gasoil sur des milliers de kilomètres. Bien sûr. Vous savez, entre le nord et le sud, l'extrême sud, il y a plus de 2000 kilomètres, pratiquement d'Alger vers, si vous allez vers Adrar ou bien vers Tamaracet. Je parle du côté sud-ouest. Donc, ceci m'oblige à vous résumer un petit peu la configuration spatiale du territoire algérien. On a tout le littoral nord, on a les hauts plateaux et le grand sud. Tout à fait. Voilà, globalement. Ceci aussi, nous oblige aussi nous a obligés à mettre à niveau notre réglementation pour favoriser l'investissement public-privé en matière de développement des énergies renouvelables. Je crois qu'il y a une mise à niveau maintenant qui a suscité un intérêt des promoteurs en matière de production d'énergie renouvelable, d'une part. D'autre part aussi, les différents secteurs maintenant ont manifesté cette volonté d'aller vers le sens un petit peu de l'utilisation des énergies renouvelables, notamment dans l'agriculture, dans les télécoms pour toutes les stations, etc., dans l'habitat aussi. Donc, compte tenu de tout ça, ces nouveaux éléments nous ont obligés un petit peu de revisiter notre programme et de le mettre à jour à la hausse.
Normalement, cette mise à jour va passer à, disons, à l'approbation du gouvernement prochainement. Donc, écoutez, deuxième aspect de la question de la transition énergétique en Algérie, c'est-à-dire que la production d'énergie renouvelable coûte très cher, le coût du kilowattheure. Donc on a intérêt de mener parallèlement un programme de maîtrise de l'énergie. Et c'est le cas un petit peu pour l'Algérie, qui a mis en place un programme d'énergie renouvelable corrélé avec une maîtrise de l'énergie dans le bâtiment, dans le transport, dans l'industrie. Donc voilà, donc pour ne pas trop monopoliser la parole, je préfère. Écoutez, non, vous pourriez pas la monopoliser, mais développer encore. Parce que en général, si on dit franchement les choses, la rente pousse pas l'intelligence. Et vous montrez l'inverse. Donc voilà, c'est très intéressant. Merci. Voilà. Merci à vous. Alors maintenant, nous allons voir deux industriels et qui aussi rapidement vont nous dire un peu les raisons d'être optimistes, parce que franchement, là, il y a ce que je disais tout à l'heure, il y a du business devant vous. Alors, est-ce que vous allez être à la hauteur? EDF d'abord, ensuite Total. Est-ce que vous allez être à la hauteur? D'abord parce que c'est un système un peu différent de celui que vous avez connu. Hein. Enfin, pas vous, parce que vous n'étiez pas né. Mais enfin, le système hyper centralisé, c'est quand même, EDF, c'est quand même l'énergie à la française. Hein. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les questions d'Éric Orsena sont aussi diverses et surprenantes que certains de ses écrits, et inattendues. Donc merci Éric pour ça. Alors, en ce qui concerne EDF, est-ce qu'on est au rendez-vous? Je pense qu'on est au rendez-vous d'une façon factuelle. D'abord, on est un acteur multifilière, multi-pays et multimétiers. Tous les métiers des renouvelables, nous les pratiquons. On développe des technologies dans les principales filières et on est présent dans une vingtaine de pays avec des taux de croissance en matière d'énergie de parcs installés qui sont très, 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 très forts. Pour vous donner quelques exemples, nous n'étions pas en Inde il y a moins d'un an, on va y développer d'ici la fin de l'année près de 600 mégawatts. Nous n'étions pas en Israël il y a quelques années, on est le premier producteur en photovoltaïque. On a déposé quelques centaines de mégawatts de permis de construire en France dans l'éolien. Au passage, je rappelle que je crois qu'effectivement tout le monde soutient les énergies renouvelables. Le soutien qui est manifesté par une partie des populations qui conduit à avoir 7 ans de délai moyen pour développer un parc renouvelable est un témoignage de cet attachement aux énergies renouvelables, mais nous finirons par convaincre tout le monde de l'intérêt de ces sources d'énergie. Donc oui, je pense qu'on sera au rendez-vous, c'est indispensable. Je rappelle qu'EDF est le premier producteur d'énergie renouvelable en Europe, parce qu'il ne faut pas oublier l'énergie hydraulique, qui est quand même la principale et la plus ancienne d'entre elles, et qui a le mérite, en plus d'être, par rapport aux énergies éoliennes ou photovoltaïques, qui sont par essence intermittentes, qui a le mérite d'être complémentaire, puisque l'énergie stockée dans les barrages de grande hauteur permet précisément de compenser cette intermittence. Si vous parlez de moyens financiers, le groupe EDF investit chaque année, si je compte l'hydraulique et les énergies nouvelles, renouvelables, pas loin de 2 milliards d'euros. Donc je pense que les moyens sont à la hauteur des enjeux que représente la réduction des gaz à effet de serre au niveau mondial. Mais peut-être, puisque après tout j'ai le micro, je vais en profiter, pourquoi est-on international? Je pense que le dioxyde de carbone ne connaît pas vraiment les frontières. Je pense que le salut ne peut pas être individuel au niveau d'un pays ou d'une entreprise et qu'il est fondamental pour des acteurs tels que EDF, tels que Total, mais même tels que d'autres acteurs peut-être un peu moins grands en taille. On a entendu ce que ACO faisait en Indonésie. Il est fondamental d'aller effectivement travailler à l'international pour plusieurs raisons. D'abord parce que, ça a été rappelé dans les précédentes interventions, tout le monde n'a pas accès à l'énergie partout dans le monde. Et dans des zones à forte croissance, il se trouve qu'on arrive à combiner à la fois ce que nous appelons un productible particulièrement bon, c'est-à-dire ou beaucoup de vent ou beaucoup de soleil, et c'est en général dans des zones de forte croissance économique en ce moment. Donc on répond à la fois à un besoin pour les industries de ces pays-là et également pour les populations locales, et le tout c'est de le faire à des coûts qui soient compétitifs. On a rappelé également lors des précédentes tables rondes le problème que posait le dioxyde de carbone qui aujourd'hui n'est pas taxé et ne vaut quasiment rien. Il n'y a pas d'arbitrage à faire entre les énergies fossiles
et les énergies renouvelables en se basant sur le prix de la tonne de dioxyde de carbone. Donc il faut être compétitif. Vous avez des pays où l'éolien, ça a été rappelé, est en dessous de 50 € du mégawattheure. On développe actuellement au nord du Chili, dans le désert d'Atacama, un parc où le photovoltaïque sera en dessous de 70 € ou même 70 $ du mégawattheure. Il y a eu un appel d'offres à Dubaï, bon, pareil, où c'était même en dessous de 60 $. Donc clairement, il y a des endroits où ces énergies sont compétitives et c'est un facteur d'innovation parce que il nous faut chaque fois essayer de baisser ce qu'on appelle le LCO, une espèce de coût comparable de l'électricité des différentes technologies. Et si on se contentait, je dirais, de rester dans nos pays qui sont pour la plupart en surcapacité d'électricité, on n'arriverait pas à grand-chose. Donc nous sommes au rendez-vous, je crois que je n'ai aucun doute là-dessus, à la fois pour améliorer le mix énergétique de certains pays développés et en même temps pour accompagner l'accès à l'énergie de pays en développement en profitant de ces technologies qui n'arrêtent pas d'innover, qui n'arrêtent pas de s'améliorer dans les pays en voie de développement ou dans des zones à très forte croissance. Merci, merci Antoine. On va passer chez Total. Vous voyez, il y avait un tour du monde de pays. Maintenant, c'est un tour du monde aussi des sociétés. Donc, alors, quelles sont les nouvelles chez Total? Bon, alors Antoine a dit qu'il serait au rendez-vous et Dave sera au rendez-vous. Moi, je vais essayer de répondre à la deuxième question qui était est-ce que Total sera à la hauteur? Alors, oui, je vais répondre oui, bien sûr. Donc, vous savez, on a une responsabilité qui est une responsabilité d'énergéticien, c'est-à-dire de fournir de l'énergie à nos clients, de fournir de l'énergie aux clients dans le monde et en même temps de lutter contre le réchauffement climatique. C'est une double responsabilité. Il peut y avoir certaines tensions, si vous voulez, mais derrière, c'est quelque chose qui est notre mission. Là-dessus, nous avons choisi deux des énergies renouvelables qui sont le solaire et les biotechnologies. Le solaire, sur lequel nous avons pris une participation majoritaire dans SunPower, David. So we are partially American, I would say. Donc dans SunPower, qui est aujourd'hui un des 3 premiers acteurs mondiaux par le chiffre d'affaires, une technologie remarquable et sur lequel nous déployons aujourd'hui une activité dans le monde entier. 1,3 gigawatts de capacité et 6000 personnes. C'est donc une société avec une stratégie ambitieuse et agressive dans le monde. On est en même temps dans les biotechnologies, c'est-à-dire à travers une participation par exemple dans Ameris, une société aussi américaine, qui fait de la fermentation de sucre par des levures qui sont génétiquement modifiées pour faire des biomolécules, soit dans la chimie, soit à travers des biocarburants. Et nous investissons aussi dans beaucoup de technologies d'avenir, par exemple le stockage d'énergie ou tout ce qui est smart energy, l'intégration des renouvelables dans les réseaux, enfin tous les systèmes qui sont basés sur le numérique. Donc voilà, très rapidement brossé notre activité dans les renouvelables, mais je voudrais revenir un petit peu par rapport à ce qui a été dit précédemment. Si vous permettez, juste sur un point, oui. Il y a une dimension, parce qu'on a énormément parlé de solaire, on a énormément, enfin on a parlé d'éolien aussi, mais ne pas oublier toute la dimension bio que vous venez juste de mentionner et qui est une dimension très importante et qui devrait être développée beaucoup, avec le traitement du biomasse, avec la méthane, avec les biocarburants, avec toute cette énergie-là qui pourrait venir de la chimie verte. Et vous l'avez juste parlé, mais je ne pouvais pas laisser passer tout ce panorama hyper rapide des énergies renouvelables, sans parler de ce que peut nous donner la nature aussi. Donc voilà, je vous repasse la parole, pardonnez-moi. Alors c'est effectivement la nature dans toute sa biodiversité. Mais je voudrais revenir moi-même un peu sur le solaire, un petit peu sur... Vous avez commencé à en parler tout à l'heure sur le changement de société, l'évolution sociétale. Moi je vais un peu vous dire le solaire catalyseur de mutation, si vous voulez. Je voudrais vous faire partager une conviction, c'est que ce qui est en train de se passer dans le solaire, je déteste le mot, et vous le détesterez encore plus que moi, le mot disruptif, c'est que vous commencez à avoir la conjonction simultanée de 3 choses. La compétitivité du solaire, ça a été mentionné, je vais pas revenir, Michael l'a mentionné, d'autres l'ont mentionné. Le solaire est maintenant compétitif dans plus d'une vingtaine de pays dans le monde et compétitif sur beaucoup d'applications. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Vous savez, le solaire est distribué est accessible à beaucoup. Mais la deuxième chose qui vient derrière, c'est la numérisation, la digitalisation.
derrière, qui va permettre au solaire d'être encore plus efficace derrière. Et le troisième facteur qui s'aligne aujourd'hui, c'est la génération de nos enfants, celle que certains appellent petite poussette, comme Michel Serres, la génération Y, comme disent d'autres. 40% de la génération Y sera aux affaires en 2020, c'est maintenant. Derrière, or, eux, ils savent jouer avec l'ensemble des outils numériques. Eh bien, nous avons aujourd'hui quelque chose qui est fascinant, c'est simultanément le solaire compétitif, le numérique qui est en train littéralement, par tous les objets connectés, les algorithmes d'optimisation, etc., tout ça est en train d'évoluer très vite et très fort. Et ensuite, nous avons des jeunes qui sont aux affaires et qui savent jouer avec, qui savent utiliser ces outils, là où, très franchement, je le fais moins bien derrière. Et c'est ça qui est en train de créer une dynamique absolument irréversible. Et donc, cet enthousiasme, je réponds à Bertrand Piccard, qui est là, et j'ai toujours autant d'émotions à regarder Solar Impulse voler au-dessus de San Francisco. J'ai toujours aussi plaisir, puisque c'est du SunPower qui est sur les ailes de Solar Impulse, mais derrière, un petit peu, c'est l'enthousiasme et les solutions. Les solutions, elles sont là. On les sent, on les voit qui émergent, on est de plus en plus dessus, l'enthousiasme est là, donc effectivement, il manquait ce que certains appellent un petit déclic, mais ce que je veux dire, c'est que c'est en train de progresser vite. Maintenant, si vous me permettez un dernier mot, même dans mes scénarios les plus optimistes, et beaucoup savent que je le suis, sur le solaire photovoltaïque, avec des taux de croissance tels que nous les voyons de 15% par an, puisque c'est à peu près les taux sur lesquels nous sommes, nous franchirons les 500 gigawatts installés dans le monde autour de 2020. Nous franchirons les 2 terawatts autour de 2030, ce qui fera à chaque fois un facteur 4, si vous voulez, pour derrière. Ben avec 2 terawatts, c'est 4% de l'énergie primaire du monde, environ. Tout à fait. 4% de l'énergie primaire, dans des scénarios vraiment où l'industrie, Antoine et moi-même, hier nous sommes les représentants à cette table, nous considérons que c'est pousser notre industrie solaire très fort. C'est-à-dire que pour le solaire, c'est extrêmement ambitieux, tant mieux. C'est effectivement, on sera au rendez-vous, on sera à la hauteur, mais il y aura besoin de beaucoup d'autres énergies aussi. Très bien. Merci beaucoup. Je vais passer la parole puisqu'on n'a plus que 2 minutes. 1 minute à Monsieur Amine, qui va nous dire un peu ce qu'il pense de ce tour du monde. Et puis 1 minute à notre économiste en chef, qui va nous dire ce qu'il pense de tout ça. Thank you very much. I think the first is that we underestimate the transformational nature of change in energy that is happening today. And I think everybody on this panel has basically reiterated from one perspective or another what is actually going on. And I think that we have 2 huge opportunities. And to achieve those opportunities, countries that were at the frontiers of investment and innovation have done all the heavy lifting. To reach 30% penetration of renewables today, looking at the experience of countries like Germany, the US, China, and others, doesn't require a huge infrastructural change. It is when you get to the next level, when you start going beyond 30, as Rainer said, we're dealing with system issues that we have to start addressing. And that heavy lifting is going to be done by countries that are able to do it, Germany, US, China, and other European countries. So I think that the momentum of change has reached a point where it is unstoppable. What we need is certainty in terms of government policy to ensure that we carry this momentum through to its logical conclusion. And I think that is a positive message. My last conclusion, if you may allow me 10 seconds. I felt terrible that if an Englishman like Michael can deliver a speech in French in Paris, there is absolutely no reason by December that I should not be able to do the same. Thank you. No problem, no problem. I give you my phone number in the French Academy. I could give you some lessons.
And then Michael, qui est un skieur inouï, parce qu'il réussit à apprendre le français en continuant à skier. Et donc, j'ai vraiment apprécié la qualité de votre français et aussi de l'analyse de l'économie. Donc, vous voyez, finalement, on peut être économiste et pas un imbécile et en plus polyglotte. Non, on apprend des tas de choses ce matin. Hein. Ich sollte das vielleicht jetzt auf Deutsch machen, aber Ja. werde ich nicht. Okay. Go on in French. Je vais continuer, je vais essayer de Let's continuer practice. en français. Mais bon, je crois que ce qu'on a entendu de toutes ces interventions, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de développer très rapidement. Les énergies renouvelables ont eu vraiment deux problèmes. Un, c'était les coûts, et l'autre, c'était intermittency. Mais maintenant, ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est que les coûts, ce n'est plus un problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'abord, on peut ajouter des énergies renouvelables partout, un peu, sans problème, parce que c'est compétitif. Partout dans le monde, quasiment, il y a des technologies renouvelables qui sont compétitives. Je crois que ce qu'il faut voir maintenant, c'est l'intégration. Je crois que M. Bach l'a bien décrit. Les systems costs. On a parlé beaucoup dans les années passées de levelized costs. Maintenant, on va voir, il y aura les 10 ans de parler de system costs. Parce que dès qu'on dépasse les 30%, les 25%, c'est vraiment le plus difficile, c'est d'intégrer les énergies renouvelables avec nucléaire, avec gaz, avec smart grid, avec les véhicules électriques. Et ça, c'est le challenge pour le monde. Le deuxième challenge, tout bref, c'est dans les pays de développement maintenant, et je crois que ça sera à Paris en mois de décembre, vraiment quelque chose de très important de négocier, c'est comment on peut faire des investissements qui sont en principe énormes dans des pays où c'est des fois très difficile d'investir. Il y a des barrières institutionnelles à investir dans quelques années. Même si les technologies fonctionnent bien et ça ne coûte pas trop, c'est une question de flow of money dans ces pays. Et ça, il faut vraiment que les meilleurs pensées, les meilleurs négociateurs trouvent des moyens d'investir dans ces pays de développement. Tout à fait, je vous remercie. Alors, ce qui est très frappant, toute cette matinée, au fond, ça a été une matinée qui était la matinée des possibles. On est passé de l'incantation, de tout ce qu'on peut imaginer, à l'éventail des solutions. Et donc, j'ai toujours considéré que le possible, vous savez, la plus belle définition de la politique, c'est l'art du possible. Ces gens qui sont dans l'art du possible, qu'ils soient dans l'ordre public ou dans l'ordre privé, il y a une sorte de chevalerie là-dedans. Alors permettez-moi à titre personnel de saluer quelqu'un qui a été mon ami et qui était aussi dans l'ordre du possible. On se battait souvent en discutant entre le fossile et le renouvelable. C'était Christophe de Margerie, c'était mon ami, je le salue avec infiniment de tendresse.